il y a urgence. Il y a des questions que les parents, les profs, les CPE posent. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Des questions qui mettent vraiment la pression. Et puis, il y a des questions que les propriétés viticoles se posent. Mais comment allons-nous faire pour trouver du personnel? Comment recruter? Comment éveiller des vocations pour nos métiers? Il y a des regards qui auraient pu ne jamais se croiser. Il y a des regards qui auraient dû se croiser. Et puis, c'est jamais arrivé parce qu'on ne savait pas, parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on n'a pas provoqué la chance ni le destin. Et aujourd'hui, enfin, il y a des regards qui se croisent. Peut-être que travailler au contact de la nature, vous y avez déjà pensé, mais vous ne savez pas trop quoi. Peut-être que vous voulez rester dans la région, parce qu'on est quand même vachement bien dans le Médoc, en Saint-Émilion, dans le Sauternes ou dans les Graves. Mais pour y faire quoi? Peut-être que vous cherchez un job saisonnier, pour gagner un peu d'argent cet été, ou à la rentrée, mais vous ne savez pas où aller. Et vous voilà ici, dans cette salle, et vous ne savez toujours pas pourquoi. Encore une fois. C'est là qu'on a pensé à déboucher une bonne bouteille, pour mettre un peu d'ambiance. Ah super, vous l'aimez bien ce bruit, il appelle un moment léger et sympathique. Exactement ce que nous allons vivre. Ici, pas de grands discours prise de tête. Ici, pas de blabla sans fin. Vous n'allez ni assister à une conférence avec des experts pas très motivants, ni à un spectacle de comédiens. Ici, vous allez entendre de belles histoires de vie, racontées par ceux et celles qui les ont vraiment vécues. C'est pas un spectacle avec des acteurs, mais avec des talkers, des vrais gens, des jeunes et des plus âgés, qui vont vous parler avec leur cœur. Ça pourrait être vous d'ailleurs. Je suis convaincue que vous feriez un très bon talker. Tout le monde a une belle histoire à raconter. Ici, dans cette vie, il n'y a pas de petites histoires, il n'y a que des grandes histoires. Alors, en exclusivité, pour vous, Anne, Amélie, Annie, Rachel, Fanny, Quentin, Stéphanie, Julien, Romain vont vous partager leur histoire, leur parcours, simplement avec leurs mots. C'est ça, répondre à l'appel de la vigne. L'appel de la vigne, c'est mieux qu'un 06, parce que ça risque de changer le cours de votre vie. L'appel de la vigne, pour en profiter un maximum, commencez par sortir tous vos portables. C'est bon, vous les avez? Pour décoller immédiatement, allez chercher le petit avion orange. Vous l'avez trouvé? Voilà. Actionnez le mode avion et hop, dans la soute de votre sac, on le récupérera à l'atterrissage. Pour vous, exclusivement, et pour la première fois de leur vie, nos 9 talkers ont vraiment pris leur envol. Ils se sont préparés depuis 2 mois. Pour tous, c'est leur première prise de parole en public. Un vrai baptême de l'air. Alors là, tout de suite, en coulisses, je peux vous dire qu'ils n'emmènent pas large. Évidemment qu'ils ont peur, car ils y ont mis leur cœur, et cela les rend vulnérables. Se tenir devant vous, pendant 10 minutes chacun, et vous raconter leur life en vérité, c'est une épreuve. Ils sont tous volontaires, mais quand même. Ça leur a demandé 2 mois de travail de mémorisation, parce que quand on l'a jamais fait, on ne se présente pas devant vous en improvisant. Et non, je le sais bien, moi, ça ne marche pas. Et puis l'idée, c'était de trouver aussi le message qui était important pour eux à vous faire passer. Un message à recevoir comme un cadeau. Ils sont là pour vous offrir en cadeau le fruit de leur expérience. Alors la meilleure façon de les écouter, c'est d'écouter à l'intérieur de vous ce que ça vous fait vraiment de les écouter, ce que vous recevez, ce qui vous impacte. Toutes les musiques que vous allez entendre ont été créées sur mesure pour l'événement et pour chacun d'entre eux, car la musique est la grande porte d'accès aux émotions. Alors, vous aussi, ouvrez cette porte en les écoutant. Prenez conscience de ce que vous ressentez, de l'admiration, de la tristesse, de la joie, de la colère.
et peut-être, nous l'espérons, de l'envie de faire pareil. Écoutez vos voix intérieures, celles qui vous appelleront en direct sans 06. Ce sont ces voix-là, et uniquement celles-là qui vous indiqueront la bonne voie à prendre. Je sens que vous êtes fin prêt et que vous allez être un super public digne de l'invitation exceptionnelle d'être là. Accrochez-vous à vos sièges de la Cité du Vin, ça va envoyer de l'authenticité. Merci. Qui avait un plan à 15 ans? Qui a un plan à 15 ans? Un plan sorti, oui. Un plan connerie, oui. Mais un plan pour sa vie, pour son avenir? Bien sûr que non. À 15 ans, c'est normal de ne pas avoir de plan. Quand on est gamin, on n'a pas de plan. On a des rêves. Moi, je rêvais d'être paléontologue. J'adorais les dinosaures. Alors, c'est pas Jurassic Park qui m'a donné l'envie, hein. C'était plutôt ce type de documentaire. J'avais envie d'être sur le terrain, l'envie d'être dehors.
Mais l'idée de faire 8 ans d'études post-bac, enfermé, je me suis dit, c'est vraiment pas un plan pour moi, ça. En plus, je vais être honnête, j'avais la flemme. La flemme de faire tant d'études et de devoir apprendre des trucs par cœur. La flemme, elle m'a vraiment pas aidé. J'ai redoublé mon bac et mon BTS. Je me suis retrouvé face à rien, sans aucun plan. Et à la fois, une multitude de rêves encore à venir. Ne pas savoir ce qu'on veut faire dans sa vie quand on est jeune, c'est juste normal. On est en construction. Ne pas tout planifier, c'est rester ouvert à devenir le meilleur à partir de ce que l'on aime. Rester libre, libre d'accepter, libre de refuser des plans. Laisser de la place à ce qui n'est pas prévu, mais qui correspond à ce que tu aimes. Moi, j'aimais être sur le terrain et j'aimais être avec des personnes. Plus qu'un métier, j'avais l'idée d'une façon de vivre un métier. Aujourd'hui, au Carme-Aubryon, je travaille dehors et je suis en bonne compagnie. J'aime les deux. Aujourd'hui, ça m'est précieux. J'ai un vrai équilibre. Parfois, la vie nous met en déséquilibre. L'équilibre permet de s'enraciner. Gamin, j'ai été déraciné. J'avais 9 ans quand mes parents ont divorcé. J'ai changé de collège, perdu tous mes copains, perdu mes repères. Je me suis senti seul, très seul, plus entouré du tout. J'étais comme un plant de vigne qu'on aurait replanté ailleurs. Alors, comme un pied isolé, je n'ai rien développé, je me suis renfermé. Le divorce de mes parents m'a positionné hors sol. Le travail à la vigne m'a remis sur pied. Alors là, vous vous demandez certainement comment il est arrivé là. Quelle opportunité il a su saisir. L'appel de la vigne, ça a été la réponse à une contrainte posée par mon père. Mon père ne voulait pas payer mon permis. Il fallait que je me débrouille tout seul. Alors la vigne, c'était le plan accessible. C'est facile de rentrer à la vigne comme saisonnier. Si tu as de la bonne volonté, et si tu n'as pas trop la flemme, alors tu seras pris. Ce qui m'a plu, c'était la diversité des gens, venus de tout horizon, de Boston, du Vietnam, juste pour la saison. J'ai découvert de belles personnalités, je me sentais entouré. Du coup, aux vacances de la Toussaint, j'ai re-signé. Parfois, c'est sous la contrainte que tu découvres une belle opportunité. J'avais jamais posé un pied sur le terroir de la vigne. J'ai ressenti très vite que c'était un sol propice à ma croissance. Un terrain où je pourrais mûrir, où je pourrais me développer et peut-être avoir un bon rendement. Alors, je me suis délesté de ma flemme et j'ai fait un BTS viticulture-œnologie. Œnologue, maître de chai, chef de culture, tractoriste, vigneron, je savais vraiment pas quoi choisir. J'avais pas de plan figé. Alors, j'ai eu l'opportunité de voyager. Ça, c'est un plan qui fait rêver. 1 an en Nouvelle-Zélande. Je crois que quelques jours avant de rentrer en France, j'étais à maturité. J'ai mis mon profil sur VitiJob, le LinkedIn du vin. Les Carme-Aubryon m'ont contacté et j'ai eu un entretien d'embauche dans le fin fond de la jungle. Aujourd'hui, je ne fais plus de liane en liane. Aujourd'hui, je ne suis plus seul hors sol. Aujourd'hui, je fais du vin en équipe. Ce que j'aime dans l'équipe des Carmes, c'est que nos chefs sont passionnés. Gérard m'apporte beaucoup. Ses consignes sont très strictes. Il me pose des contraintes. Et ça me fait avancer. Ce que j'aime au Carme-Aubryon, c'est que je ne suis jamais seul dans les vignes. Guapa n'est jamais très loin. Elle m'apporte une présence, un soutien indéfinissable. L'hiver, quand il fait froid, elle est avec moi. Je lui ai même acheté un petit manteau. Je suis le papa gaga de Guapa. Je remercie Gérard, mon chef de culture. C'est grâce à lui que Guapa est avec moi à la vigne aujourd'hui. Double embauche. Elle aussi, elle a signé un CDI. C'est cool, un boulot où on peut travailler avec son animal de compagnie. Et vous savez quoi? Guapa, c'est pas le seul animal avec qui je suis en bonne compagnie. J'ai d'autres collègues. Gospel, Lily et Elena. Un cheval et 2 juments.
Alors, ce plan-là, à 3, j'y aurais jamais pensé. Hein. J'avais jamais fait de balade à cheval. J'étais arrivé tractoriste et Gérard m'a proposé l'opportunité de devenir tractoriste meneur de chevaux. Au début, j'ai été surpris. Hein. Les bourrins, c'était vraiment pas mon truc. Hein. C'était tout sauf un bon plan pour moi. Des fois, on ne voit pas tout de suite l'opportunité. Il faut aller creuser plus loin. Il faut comprendre ce que ça apporte et à quoi tu vas contribuer. Au Carmaux-Brion, il n'y a plus d'utilisation de produits chimiques. La terre se travaille dans le plus grand des respects. Le cheval a un avantage que le tracteur n'a pas sur les terres argileuses. Le tracteur va glisser, au risque de casser des pieds de vigne. Le cheval, lui, travaille avec plus de finesse. Il ne glisse pas, il tasse moins le sol. Alors, c'est sûr que le tracteur va beaucoup plus vite que le cheval. Je mets une semaine à faire ce que le tracteur met une demi-journée. Mais la richesse des sols est préservée. Et ça, c'est un bon plan pour l'environnement. Maintenant, je vois mon parcours avec plus de clarté. Je crois qu'à un moment de ma vie, j'ai eu honte de dire que je travaillais à la vigne. Je me voyais comme un paysan qui gratte la terre avec ses ongles sales. Je voyais mon métier comme ça. Maintenant, je me sens fier. Fier de raconter tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 15 ans, tout ce que j'ai fait et que je n'aurais pas pu prévoir. Je me sens tellement fier que je me suis fait tatouer une feuille de vigne et un verre de vin, juste là. C'est un signe d'appartenance. C'est un signe d'amour de ce que je fais tous les jours. Je suis enraciné dans ce monde-là. C'est sûr que si j'avais travaillé dans un supermarché Auchan, je ne me serais pas fait tatouer un moineau. Mon travail, c'est mon refuge. C'est mon jardin. J'y suis bien entouré avec mon chien, mes chevaux, mes collègues. En quelques années, je suis passé de l'isolement à l'enracinement, en allant de plan en plan, jusqu'à ce bon plan, meneur de chevaux au château Les Carmes au Brion. Et je suis totalement d'accord avec John Lennon, qui a dit un jour « La vie est ce qui arrive pendant que vous êtes occupé à faire des plans. » Merci. Merci. Il y en a qui rêvent du ballon d'or. Moi, je rêve du sécateur d'or. La finale du championnat du sécateur d'or se terminera le 25 mars prochain, après une longue compétition que j'ai commencée le 25 novembre dernier. Et je suis toujours dans la course. De base, je suis joueuse de football. J'admire Ronaldo pour sa carrière et Messi. Moi aussi, j'étais attaquante. Moi aussi, je suis très compétitive. Et j'aime me challenger. Parce que pour moi, le challenge, c'est gagner la confiance en soi. Et la gagne, je vais aller la chercher. Parce que le ballon, il ne rentre pas tout seul dans le but. Au Château Latour, je me sens soutenue. Et c'est important. Parce que quand tu as de l'élan, il faut une équipe derrière. Et c'est de ta responsabilité de trouver les personnes qui te soutiendront. À toi de trouver ton club, à toi de trouver ton coach.
Moi, j'ai le meilleur club d'entraînement, le Château Latour. Je joue en première division. Et j'ai la meilleure des coachs, Hélène. Hélène, c'est notre directrice générale. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je la tutoie. J'aime bien le dire parce que c'est un signe de proximité. Hélène, elle est très à l'écoute. Elle est avenante et tellement motivante. C'est le Laurent Blanc du Château Latour. Elle entraîne son équipe, elle donne envie de se dépasser, car elle sait comment nous parler. Hélène a été la première à me stimuler et à m'encourager pour le concours de taille. Elle a senti ma motivation et ma détermination. Elle est devenue mon premier sponsor. Et pas que moralement, financièrement aussi. Parce que se déplacer pour un concours de taille, ça coûte de l'argent. Le péage, l'hôtel, le carburant, eh bien, c'est le Château Latour qui me sponsorise. Quand je me sens aussi soutenue, ça me donne envie de remporter le sécateur d'or au Château Latour. J'ai 12 ans d'ancienneté dans la vie. Déjà une belle carrière comme on peut faire dans la filière viticole. J'ai commencé par une merveilleuse expérience dans un 5e grand cru classé, le Château Pontet-Canet, puis un 2e grand cru classé, le Château Léo Villascaz, et pour finir, dans un 1er grand cru classé au Château Latour. Dans nos métiers, on peut aller de château en château. Ça me va bien. Je suis la petite dernière de 9 enfants. On m'appelle la princesse. J'étais prédestinée à vivre une vie de château. Alors une princesse, je le suis. C'est pas parce qu'on est vigneronne qu'on n'est pas coquette. Tous les matins, je me maquille. L'été, avec de jolis chapeaux. Et l'hiver, à la taille, avec des ongles toujours faits. D'ailleurs, le jour où j'ai eu mon accident, je me suis coupé le nerf et le tendon du doigt. Le chirurgien n'en revenait pas de voir mes ongles impeccables. Je fais ma carrière en ne négligeant rien, aucun petit détail, ni la qualité de mon parcours, ni la femme que je suis. Je suis hyper exigeante envers moi-même. Être exigeante envers soi-même, c'est le début de la réussite de sa vie. Mon père a été mon premier coach en exigence. C'est quelqu'un de très carré et très sévère. Quand on était petit, ça filait droit. Et aujourd'hui encore. Quand il pose sa parole, ça va droit au but. C'est comme avec le roi. On ne discute pas. Je n'ai aucun problème avec l'autorité. D'ailleurs, je ne comprends pas les jeunes qui ont un problème avec l'autorité. Il en faut pour avancer en mode performance. Ma mère, elle, nous a coachés sur la bienveillance. La bienveillance que nous avons les uns pour les autres dans notre team de frères et sœurs. Maman pour coucouner et papa pour recadrer. Nous, on avait un duo de coachs d'une efficacité redoutable. Exigence et bienveillance. Et je suis sûre qu'avec ces deux valeurs, tu avanceras et tu feras avancer les autres. Alors, ces valeurs-là, je les applique partout et tout le temps. Je me challenge avec des buts. Par exemple, je prends un petit caillou, je compte mes rangs et je me dis que ce soir, je dois être ici. Je place toujours un début et une fin. Et vu que je me fais des buts atteignables, je fais que chaque journée soit une journée réussie. Et j'entraîne aussi les autres. Pendant les vendanges, on doit s'échauffer tous les jours. Je deviens coach sportive et j'adore. Revenons au sécateur d'or. C'est un concours de taille. Mon chemin professionnel m'a amené à la taille. La taille, c'est une compétence ultra pointue. C'est pour ça que l'on en fait une compétition. Je suis d'autant plus fière, sur 31 participants, nous sommes seulement 6 femmes. Nous avons 20 minutes pour tailler 15 pieds. Et un jury passe. Et alors, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir en conditions réelles la taille. Je vous ai amené un pied. Ouais. Merci.
Un pied, c'est vivant, ça se développe. Un pied, ça s'élève pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Un pied, c'est un peu comme un enfant. Je sais de quoi je parle. J'ai un fils de 10 ans, Wesley. Chaque jour, on taille un pied. C'est notre forme d'exigence. Mais la nature, elle se gère aussi comme elle veut. Ça, c'est notre regard bienveillant. Vous me suivez? Exigence et bienveillance, on y revient toujours. Chaque jour, on travaille un pied. Il est important de respecter le flux de sève. C'est la vie qui monte dans le pied. Il est important aussi de respecter le choix du bois de taille. Ici, sur ce pied, vous avez 3 possibilités. On devient donc le sélectionneur. Nous, on va toujours sélectionner celui du dessous. Pour rester en phase avec le flux de sève. En fonction de la taille, tu peux soit tuer un pied de vigne, soit lui permettre de donner la plus belle grappe. Moi, j'œuvre pour la plus belle grappe. Je reste à tout prix en phase avec le flux de sève. Oui, je reste à tout prix en phase avec le flux de vie. Pourquoi je vous dis ça? Comme chaque jour, j'embrasse la vie. Comme Jonathan avait embrassé ce soir-là, de sa plus grande à sa plus petite sœur. Jonathan, c'est mon frère. C'est celui juste au-dessus de moi. Il est décédé très brutalement dans un accident de voiture, à 23 ans, dans un virage près de Saint-Laurent. Jonathan est décédé. Adrien a été amputé. Et celui qui a causé l'accident a mis fin à ses jours. J'ai passé 12 jours à veiller Jonathan, à l'embrasser, à m'occuper de lui avec toute ma bienveillance. À la fermeture du cercueil, c'est terminé. Plus de flux de vie. Je me suis découverte une exigence en vivre à son honneur. Donner le meilleur de moi-même. L'appel de la vigne, pour moi, c'est l'appel de la vie. Chaque jour, je développe mes connaissances. Chaque jour, je suis sur mon terrain d'entraînement, mon terrain de contemplation du vivant. Et il y a de quoi s'entraîner au vivant à la vigne. Il y a quelque temps, je suis tombée sur un nid de coccinelles. C'est rare. Ça m'a fait penser à ma famille. Les petites coccinelles au milieu, les adultes autour pour s'en occuper. C'est carré. Exigence et bienveillance. Ça m'a fait penser aussi au Château Latour, notre équipe au centre, et Hélène, notre directrice générale, autour. Le merveilleux se cache dans les plus petites choses de nos vies. Sécateurs d'or ou plus petites victoires, faites que chaque jour, votre seul but soit de les voir. Merci.
je pourrais aller à la vigne encore 1000 ans. J'ai commencé à la vigne, j'avais 15 ans. Mon père m'a dit, l'école, tu veux rien savoir, à la vigne. Et il a bien raison, mon père. Le savoir, c'est à la vigne que je l'ai observé. C'est à la vigne que je l'ai pratiquée. Et que je la pratique encore. J'ai 73 ans. Et je suis à la retraite, évidemment. Mais je vais toujours et encore à la vigne. Je suis à la retraite, oui. Mais au moment des vendanges, à 8h30, je ne suis pas sous la couette. Je suis à Yquem. Ma maman, elle s'arrêtera quand son corps ne pourra plus. Annie a du sang jaune qui coule dans ses veines. Tout le savoir du château d'Yquem fait partie de son identité. La vigne l'a colorée. C'est une femme en or lors du château d'Yquem. J'ai de l'admiration pour son courage, son savoir et son humour. Elle est valeureuse, elle est patiente, elle est amoureuse de ce qu'elle fait. Une maman, souvent, c'est un modèle. Moi, ma maman m'a illuminé mon sillon. La vigne illumine ma vie. Ma vigne, c'est mon bijou. C'est merveilleux d'aller à la vigne. À 15 ans, je partais en vélo. Sitôt mariée, 4 enfants. Ma belle-mère s'occupait d'eux. J'allais toujours la joie au cœur en partant à la vigne. Mon meilleur souvenir, c'est le levage. Je prenais un rame, je relevais toutes les branches, j'arrivais au bout, je regardais mon travail. Ça va. Quand je voyais mon rame, au garde à vous, j'étais comme une commandante dans toute sa grandeur. Ce qui fait la grandeur d'Yquem, c'est l'esprit de famille. J'avais 19 ans, j'ai demandé au château d'Yquem s'ils n'embauchaient pas. J'ai passé mon CV et celui de mon mari. Nous sommes allés tous les deux au château, se présenter au château. On a été embauchés tous les deux le 2 janvier 1991. Puis mécano et moi à la vigne. Voilà comment je me suis retrouvée à travailler au même endroit que ma maman. À l'époque, elle était cuisinière pour Monsieur le comte de l'Ursalus. Et puis, j'ai retrouvé ma tante, mes 3 oncles et ma sœur. Aujourd'hui, en plus, il y a mon cousin au chai, ma belle-sœur au château et mon gendre dehors sur le tracteur. Et ma maman qui revient tous les ans faire les vendanges. Et encore. Et voilà. Je peux le dire. Je peux le dire. C'est ce qu'on appelle une embauche familiale. Tous les mercredis, je me retrouve en famille. Je m'en vais voir des dames qui ont travaillé à Yquem. Entre dames d'Yquem, on se raconte nos aventures. On a travaillé, mais on a bien rigolé. Ah oui, ça.
on se remémore ces bons moments. Par exemple, le moment de la fin des vendanges, on fait un grand repas. On appelle ça les acabailles. Ce jour-là, on se déguise. À l'équipe 4, avec Antoine, on a décidé cette année de se déguiser en infirmier. Et on a rigolé. Ah, mais oui, on a bien rigolé. Nous sommes largement récompensés. Être là, au château, ça m'apporte tellement plus que ça me rapporte. D'ailleurs, j'ai été récompensée. J'ai gagné, pour mes années de présence au château, la médaille d'argent et 2 merveilles. Non, 2 merveilles. Et non pas de merveilles. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il me manque plus que l'or. Et en année olympique, ben, j'espère que je la vois. Et j'y compte. Moi aussi, j'ai une médaille d'argent. Et moi aussi, je veux de l'or. Car je vais finir mes années ici, c'est sûr. Pour pouvoir toucher la vigne, il m'a fallu 3 ans de formation. On n'arrive pas, on ne taille pas la vigne comme ça. Clac, 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 comme des buissons. Ah non, c'est un geste d'excellence. C'est un métier de savoir qui se transmet lentement. Un geste de précision, lorsqu'il est bien fait, a une valeur inestimable. Lentement, très lentement, on ramasse grain par grain. Il faut ramasser uniquement que les grains pourris et poilus. On appelle ça la pourriture noble. C'est le brotitis. Ça ne nous pourrit pas pareil d'une parcelle à l'autre. Ça ne nous pourrit pas pareil d'un rang à l'autre. Ça ne nous pourrit pas pareil d'une grappe à l'autre. Ça ne pourrit pas pareil d'un grain à l'autre. Alors, quand je vendange, je prends que les grains rôtis. Les autres, je n'y touche pas. Je reviendrai plus tard. Et comme ça, on va faire jusqu'à 10 passages devant chaque grappe, entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Il n'y a qu'à Ikem qu'on a cet œil de sélection. Il n'y a qu'à Ikem qu'on a cette patience-là. Mon savoir-faire, c'est à chaque passage, je choisis le meilleur grain. Mon savoir-faire apporte à la récolte une qualité de sélection d'excellence pour un vin digne de porter la signature Ikem. Je me sens digne de draper chaque bouteille d'Ikem dans un papier de soie. Je fais un joli papillon en haut, je la positionne délicatement dans son écrin en bois. C'est merveilleux ce geste. C'est prendre soin tout un travail collectif. Un travail collectif qui va partir aux 4 coins du monde. Rejoindre les caves des amours d'Ikem. Je suis très fière de travailler au château. Et je le dis d'ailleurs, je travaille au château d'Ikem.
À chaque fois, on me répond « Hé, tu n'aurais pas une petite bouteille ?» Franchement, j'ai envie de dire aux jeunes, ce n'est pas une honte de travailler à la vigne. Le salaire est bon, on fait beaucoup de choses avec. Je me suis acheté une maison, je me suis acheté une Renault et je pars en vacances à Sarlat et à Lyon. Moi aussi, je me suis acheté ma maison pour mes 4 enfants. J'achète que des voitures neuves. Mais ma dernière voiture, une petite Twingo. C'est comme ça. Avant, je partais en vacances pour mes vacances, en Bretagne pour mes vacances. Je suis allée à Djerba pendant une semaine avec ma fille. Alors, j'ai aucun reproche à faire sur la vigne. La vigne te permet de t'offrir une vie en or. J'aurais des petits reproches à faire aux jeunes. On ne peut pas rester sans rien faire. Ce n'est pas enfermé entre 4 murs. Ce n'est pas une vie de rien faire. Ce n'est pas une vie de rien apprendre. Il ne faut pas rester vide. Il faut se remplir de savoir. Merci. Le savoir, c'est de l'or qui coulera entre vos veines, toute votre vie dans vos veines. Le savoir, ça s'apprend avec vos mains. Vous pouvez tous avoir des mains en or. Il faut utiliser vos mains tous les jours. Découvrir le plaisir du geste. Le plaisir de bien faire. La satisfaction de devenir excellent grâce à ses mains, grâce à sa vue, grâce à son odorat. J'ai été jeune, moi aussi. À votre âge, je ne savais pas tout ça. Aujourd'hui, j'ai cet or en moi. Cet or, mon savoir-faire, vaut de l'or. Nous sommes une mère et sa fille, 2 petits bouts de femmes, ça chichi, qui contribuent par la transmission de leur savoir à la grande subtilité de la production du château Yquem. Nous appartenons à la famille des gens d'une grande simplicité qui font le vin réservé à une élite. Ma maman et moi, nous sommes des femmes simples. On pourrait nous qualifier de petites femmes. Et pourtant, nous sommes riches de ce que nous maîtrisons. Nous sommes riches de notre simplicité, de notre authenticité et de notre savoir-faire. Ce savoir-faire acquis année après année. On ne nous connaîtra jamais. On passera dans cette vie plus rapidement que ces millésimes de 400 ans. De savoir-faire, on ne saura que peu de choses. On retiendra le prestige du château d'Yquem. Eh bien, c'est comme ça, car nous savons que nous partirons avec des pépites d'or dans nos yeux fiers. Fiers tous les deux d'avoir contribué à fabriquer du merveilleux. Merci.
Je m'appelle Fanny. Fanny Nunes. Nunes, un nom qui te colle à la peau dès la naissance. Une étiquette. Un nom qu'on dévisage avant de t'envisager. Un nom de gitane. Parfois, j'aimerais m'appeler Fanny de la Rochefoucauld. Ça le fait, non? Avoir l'étiquette d'un grand cru. Je suis née gitane. Je me suis toujours sentie différente, singulière, car depuis toute petite, je voulais faire des études. Et chez les gitans, on ne va pas trop à l'école. Je voulais aller explorer le monde extérieur, m'ouvrir. Je suis fière de ma culture, de mon cépage. Mais je ne voulais pas rester enfermée dans nos habitudes, dans nos coutumes, dans nos familles. Je ne voulais pas rester figée, je voulais libérer mes arômes. Moi, je voulais être avocate. J'ai toujours été fascinée par ces femmes au charisme incroyable, celles qui défendent des personnes vulnérables, celles qui n'ont pas peur de crier leurs convictions. Ma référence, c'était les séries américaines. Mais je me suis dit que j'étais trop ambitieuse. En vrai, je ne connais aucune avocate gitane. Cet assemblage, il n'existe pas. C'est pas facile de choisir sa vie. On ne sait pas toujours dans quelle direction aller. Il ne s'agit pas de s'interdire des choses ou de renier ses racines. Non, personne ne doit renier ses origines. Mais nous avons la responsabilité de découvrir ce qui nous rend uniques. Ce qui me rend unique, aujourd'hui, je le sais. Je suis chef d'équipe à Palmer. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Je m'assume ambitieuse. Je suis chef. Avoir une équipe, ça m'a mis en responsabilité. Je m'occupe de moi en ayant ce travail. Je m'épanouis dans mon travail. Je mets beaucoup de valeur dans le travail. Et surtout, je me suis rendu compte que travailler au bon endroit, c'est le bon chemin pour découvrir qui je suis. J'ai sous ma responsabilité depuis 2 ans 5 personnes. Et pendant les vendanges, je pilote une 40aine de personnes. Je dirige mon équipe avec 2 valeurs issues de ma culture, l'entraide et les rituels. Je vais d'abord vous parler de l'entraide. Chez les gitans, on est hyper soudés et très solidaires. Par exemple, lorsque l'un des nôtres a un souci de santé et qu'il est hospitalisé, il ne se retrouve jamais seul à affronter ses problèmes. C'est une évidence que tout le monde soit dans la salle d'attente. L'entraide à la vigne, c'est quand on a fini un rang. On va aider les autres. On fait les pauses tous ensemble. C'est aussi une évidence. Parlons des rituels maintenant. Dans nos traditions, on se réunit tout le temps. On s'assemble pour des occasions particulières ou sans aucun prétexte. Être ensemble pour nous, c'est un temps hors du temps, un temps qui peut se prolonger et durer longtemps, car c'est dans ces moments-là qu'on crée des liens. Et avoir des liens avec ton équipe te permet de les emmener loin. Alors pour mon équipe, on a instauré la grillade tous les mercredis obligatoire. C'est pour l'assemblage. C'est important que les gens se sentent bien. Kylian, il est animateur en chef de ce moment. Il met la musique, il danse, il chante, il chambre les autres. Et surtout, il gère la cuisson de la grillade.
je vais vous révéler quelque chose. Je me suis souvent grillée par mon attitude. Alors je me suis dit que 2 valeurs, c'était bien. Mais j'avais envie d'en rajouter une 3e, non issue de ma culture, la parole juste. Dans ma culture, on a le sang chaud, on est impulsif, on parle comme ça vient, avec le verbe haut. Ça fermente direct et ça explose. Quand on est sous stress, sous tension, sous tristesse aussi. Notre premier canal de communication, c'est la colère. L'agressivité directe, sans filtre. Chez nous, ça décante pas. Je suis née dans ce mode de communication. C'était ma référence, mon modèle. Pour moi, la meilleure défense, c'était l'attaque. J'étais toujours en mode combattante et pour gagner, je mentais, je déformais, j'amplifiais. Tous mes collègues me trouvaient agressive, plus personne ne voulait travailler avec moi. Et je finissais toujours dans le bureau de Sabrina, la directrice technique du château Palmer. J'ai beaucoup de respect pour Sabrina. Quand je me comportais pas bien au niveau du travail, elle m'a toujours accompagnée de façon juste. Elle m'a montré la ligne jaune à ne pas franchir. La ligne jaune, c'est quand tu tournes mal, tu tournes au vinaigre. Moi, j'avais pas vraiment la notion de limite dans la relation. Je fonctionnais à l'instinct, un peu comme les animaux. J'ajoutais des problèmes aux problèmes. Un jour, on vendangeait. Je parlais avec ma collègue. Jacques, le chef de culture, m'a dit d'arrêter de parler. J'ai répondu direct. Je fais ce que je veux. Je suis pas la dernière, je travaille en même temps. Me faites pas chier. Et il m'a répondu, fermez-la. Alors c'est monté d'un cran quand je lui ai dit qu'il la ferme lui plutôt. Ajouter des problèmes aux problèmes. Et j'ai encore fini direct dans le bureau de Sabrina. Jacques a demandé une mise à pied sur le champ. Et à ma grande surprise, on s'est tous les deux fait engueuler. Sabrina nous a dit, vous faites équipe, vous communiquez, vous la jouez collectif pour les vendanges, c'est une obligation. Bref, direct, efficace. Et elle nous a renvoyés bosser à la vigne, illico. Le retour dans la voiture, qu'est-ce qu'on s'est mis? Puis le lendemain, c'était passé. Une fois que les choses sont dites, ça va mieux. Et surtout, il m'a dit, ta colère, elle vient d'ailleurs. Alors, laisse-la dans cet ailleurs, car ici, à Palmer, c'est différent. J'ai envie un jour d'être un chef comme Jacques. Et une manageuse comme Sabrina, ce sont pour moi des exemples de paroles justes. Et il avait raison, Jacques. Ma colère, elle venait d'ailleurs. J'ai perdu ma mère à 22 ans, d'une pancréatite. Elle n'avait jamais montré aucun signe de maladie. Un soir, elle s'est sentie mal. On l'a emmenée aux urgences en mai. Elle est tombée dans le coma. Elle est décédée en août. Le temps d'un été, hyper rapide, hyper violent. J'étais très proche de ma maman. Elle était volontaire. Elle portait toute la famille. C'était notre pilier. Et du coup, j'ai pris le relais. J'ai été obligée de me consacrer à ma famille.
C'est ce qu'on appelle le dévouement inconditionnel. J'ai pas eu le temps de la tristesse. J'ai pas eu le temps de faire mon deuil. J'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. J'ai pas eu le choix. Je me devais d'être forte pour gérer la situation au mieux, pour les membres de ma famille. Pour mon frère, Johnny, 14 ans. Pour ma sœur, Charlène, 17 ans. Pour eux, j'ai été directe, l'avocate de la famille. Sans formation, sans diplôme, sans expérience, mais avec toute ma bonne volonté. Et puis, le choc émotionnel du décès de ma mère m'a provoqué une endométriose. Avec mon compagnon, on a fait 4 FIV qui n'ont pas fonctionné. Le diagnostic est tombé. Je ne pourrai jamais avoir ma propre famille. Verdict, double peine. Je n'ai plus de maman et je ne serai jamais maman. J'étais dans une grosse colère parce que cette étiquette-là, en plus, j'en voulais pas. Quand je suis arrivée au Château Palmer, j'avais 22 ans et l'impression d'échouer dans tout ce que j'entreprenais. Je n'avais plus aucune estime de moi et plus de confiance en moi. Je me sentais moins bien que les autres, moins femme, pas utile. Et pour cause chez nous, les femmes ont des enfants très jeunes. Je n'ai aucun exemple d'une femme sans enfant dans ma culture. Elles ont toutes des enfants. Alors oui, j'étais dans l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi pas un peu les autres? J'étais en rébellion. Je ne pouvais pas avoir une parole juste. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'ai passé le cap. Je commence à avoir de bons côtés dans la vie sans enfant. J'ai la chance d'être une super tata. Ma sœur a 2 enfants et mon frère a une petite fille. Et je n'ai que les bons côtés. Je suis toujours avec le même homme. Il n'est pas de culture gitane. Un homme de culture gitane ne serait pas resté avec moi si je ne pouvais pas lui donner d'enfants. Un jour, mon homme m'a dit « J'aime mon côté égoïste sans enfants ». Et moi, j'y ai vu une belle déclaration d'amour. J'ai commencé à ajuster mon comportement quand Sabrina et Jacques m'ont fait confiance en me donnant des responsabilités. J'avais un but, une utilité, un espace de développement. J'étais dans une bonne barrique. Mon état d'esprit a changé et du coup, ça a tout changé. Aujourd'hui, nos conversations ont bien évolué. J'arrive plus en m'énervant. J'arrive avec un problème. Oui, mais je donne des arguments et une solution. J'essaie d'être exemplaire. Il le faut pour mon équipe. Je m'impose des limites et puis je me dois de progresser. Car quand on a la responsabilité d'une équipe, on a le devoir de les faire progresser eux aussi. Je veux être de celles qui donnent une chance à mon tour. J'ai décidé de reprendre mes études. Je n'ai aucun diplôme et je veux continuer d'évoluer dans mon travail. Alors, je fais un BTS à distance que je finance avec mon travail. Je travaille mes cours le soir, après le travail dans les vignes. Je me suis mise en carafe. Je ne sors pas, je ne joue pas à la play. Ma priorité, c'est mon BTS. Je réalise un parcours de vie comme une mise en bouteille incroyable à Palmer. Mes avocats œnologues, ce sont Jacques et Sabrina. Ils m'ont soutenue. Ils ont gagné le procès de mon nom, a priori. Ils m'ont soutenue et ils m'ont laissé la chance de me révéler autre. Alors, je vous invite à questionner vos jugements, à regarder les autres sous une autre étiquette, celle du développement, toujours possible,
à ne pas condamner une personne ou un comportement, à ne pas étiqueter le secteur de l'agriculture ni le métier de vigneron ou de vigneronne, à ne pas juger une culture. Je vous invite à donner une chance à ceux qui arrivent cabossés par la vie, à ceux qui ont juste besoin qu'on leur signifie les limites, avec fermeté et aussi compassion. Soyez de ceux et celles qui donnent aux petits oiseaux fébriles, tombés trop tôt du nid, de grands rêves de voyage, avec ou sans caravane. Moi, je rêve de devenir assistante chef de culture, puis chef de culture, connue dans le Médoc pour être la meilleure chef de culture à la compétence reconnue, et plus la petite gitane au nom qui craint un peu. Merci. Merci. Je suis une vraie Parisienne et je suis vigneronne. Parisienne et vigneronne, c'est quoi cette alchimie? Est-ce que ça donne quelque chose de plus grand ou de détonnant? Mon mari et moi, ça fait 3 ans qu'on a pris la décision d'aller respirer loin de Paris, d'aller respirer ensemble le bon air des Graves. Nous avons repris Respide, une exploitation viticole. À nous deux, on ne savait rien faire à la vigne, mais rien de rien. Mettre en marche un chariot élévateur, jamais fait. Tailler des pieds de vigne, encore moins. Conduire un tracteur, un quoi? Fanny, nous, c'est avec l'étiquette des bobos parisiens que nous sommes arrivés. Et c'est grâce à notre équipe, de belles personnes comme toi, Fanny, détenant le savoir-faire, que nous sommes entrés directement dans le vif du sujet. Nous étions là pour apprendre d'eux, et eux pour s'acculturer à notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est qu'on ne regarde pas à l'heure d'arrivée ou de départ. On regarde au travail fait. Notre état d'esprit, c'est qu'on comprenne très bien que chaque membre de l'équipe veuille choisir ses vêtements pour travailler commodément à la vigne ou au chai. Alors, une fois par an, on leur offre une carte Décathlon et chacun fait librement ses choix. Et on a une philosophie de travail, un fou rire par jour. Parce que rire au travail, c'est fondamental. C'est comme rire en famille. Ça rassemble, ça unit. Mon mari et moi, nous sommes associés. Lui, il a toujours rêvé de reprendre une boîte et il a un excellent bagage de gestion en entreprise. Moi, je suis œnologue, en quelque sorte le médecin du vin. Je suis là pour dire ce qui ne va pas, pour traquer les défauts. Comme le goût de lumière, par exemple. Le goût de lumière dans le vin, c'est ravissant, ça existe. Le nom est très beau et pourtant ça sent la pomme de terre.
Si le vin a un goût de serpillière, alors ça veut dire qu'il est réduit, qu'il manque d'oxygène. Et s'il sent la cire à bois, l'encaustique, alors il est oxydé. Ni pas assez d'oxygène, ni trop d'oxygène. Je cherche la bonne réaction chimique. C'est ça mon métier d'œnologue. Goûter, évaluer, ajuster. J'ai toujours aimé la chimie. Entre la chimie et moi, ça a été le coup de foudre, un truc assez explosif. Enfant, je demandais des tubes à essai à Noël. Je rêvais d'expériences, celles où on fait exploser la salle de classe. Et quand j'ai découvert le métier d'œnologue, ça a été comme une alchimie entre moi et la chimie. C'est ça, l'alchimie. C'est quand une chose en rencontre une autre et qu'ensemble, elles font mieux qu'individuellement, comme mon mari et moi. Alors, c'est pas parce qu'on porte un projet ensemble qu'on a forcément le même point de vue sur les choses, qu'on voit tout pareil. On n'a pas le même nez, au sens propre comme au sens figuré. C'est comme les thiols, un arôme très courant dans les vins blancs de Sauvignon. On va tous sentir des thiols, et pourtant chacun va sentir une odeur différente. Est-ce que vous voulez essayer ? Je crois que vous avez tous une petite boîte. Alors je vais vous proposer de l'ouvrir, de fermer les yeux, de la sentir, et ensuite d'échanger avec votre voisin. Alors, allez-y, faites l'exercice. Inspirez profondément. Et vous allez voir, certains vont sentir du buis, d'autres du fruit de la passion, et certains parmi vous vont sentir du pipi de chat. Alors levez la main, ceux qui sentent le buis. Levez la main, ceux qui sentent le fruit de la passion. Et levez la main, ceux qui sentent le pipi de chat. Vous voyez, les trois réponses sont présentes. Donc vous avez tous une perception différente, donc un point de vue qui vous est propre sur cet arôme et donc sur le vin. Et c'est parce que vous avez échangé que vous en êtes rendu compte. Je suis convaincue que ce sont les échanges de ressentis qui nous permettent d'avancer. C'est ce qui nous permet de nous calibrer au bon pH, de trouver l'équilibre. L'équilibre, je le trouve aussi grâce à mes erreurs. Aux dernières vendanges, j'ai voulu assembler 2 jus de Sauvignon blanc et je me suis trompée de cuve. J'ai envoyé mon jus de Sauvignon dans la cuve de jus rosé. Alors au début, j'étais très ennuyée. Et puis à la fin des fermentations, on a dégusté le rosé avec l'équipe et en fait, il nous a plu. Il avait plus de peps, moins d'amertume et une couleur rose pâle, très pâle, mais qui nous plaisait davantage que celui de l'an passé. Donc avec l'équipe, on a pris 2 décisions. La première, c'est écrire le numéro de cuve en bas, mais aussi en haut, pour plus se tromper. Et la deuxième, c'est de toujours garder cette fraction de Sauvignon dans l'assemblage de rosé, puisque c'est grâce à lui que nous avions trouvé le meilleur équilibre. Je suis contente d'avoir fait cette erreur. J'ai appris. Il n'y a pas de réussite sans échec. Les deux sont intrinsèquement liés. Alors, n'ayez pas peur de vos erreurs, appréciez vos échecs, car ils vous apprendront toujours quelque chose. Moi, j'ai appris que ce n'est pas parce qu'on vient de la capitale qu'on va tout maîtriser. Il y a des alchimies mystérieuses. C'est comme avec les gens. Parfois ça marche marche pas, et on ne sait pas dire pourquoi. Il n'y a pas de protocole magique. Avec le vin, c'est pareil. Se fier aux chiffres, aux analyses, n'est pas forcément une science exacte. Il faut parfois se baser sur son intuition.
Parfois, quand je réalise un assemblage, je sens que tel et tel vin vont bien ensemble, moins qu'avec tel autre, alors que sur le papier, ce n'était pas forcément évident. Je ne sais pas dire pourquoi, mais dans ces cas-là, je fais le choix de la confiance, de l'abandon. J'aime bien dire que je mets un peu de divin dans le monde du vin. On dit toujours qu'il existe 2 types d'œnologues. Les scientifiques, les terre-à-terre, qui se basent uniquement sur les chiffres. Et les artistes, les têtes en l'air, qui se fient uniquement à leurs sensations. Je me suis toujours demandé à quelle catégorie j'appartenais, et honnêtement, je n'ai toujours pas la réponse. Je crois que je suis juste l'alchimie des deux. On n'est pas toujours obligé de choisir. Moi, je n'ai pas choisi d'être diabétique. À 19 ans, un médecin m'a diagnostiqué un diabète de type 1. Un nouveau compagnon de vie que je n'avais pas choisi. Un nouveau binôme pour la vie. Ce n'est pas un échec, on ne peut pas s'en séparer, il faut simplement vivre avec. Alors j'ai continué d'avancer, et j'ai même choisi un métier où on déguste du vin toute la journée. Je suis diabétique, et je le resterai toute ma vie. Alors pour moi, l'appel de la vigne, c'était presque interdit, dangereux, une erreur, un échec pressenti. Et pourtant, quand j'ai découvert l'œnologie en école d'agro, ça a été comme une évidence. J'étais la seule Parisienne qui courait dans les rangs de vignes, et tous mes amis se moquaient de moi. Alors quoi qu'il vous arrive dans la vie, croyez aux belles rencontres, croyez aux binômes, croyez à l'alchimie mystérieuse de la vie, et même si certains atomes ne semblent pas faits pour aller l'un avec l'autre, comme la Parisienne et la vigneronne, comme les artistes et les scientifiques, comme le vin et le diabète, essayez, ça pourrait faire une bonne formule. Merci. Travailler à la vigne, pour moi, c'est me faire plaisir. C'est mon grand-père Adrien qui, le premier, m'a donné sa passion. Je me souviens de mon grand-père heureux. Il était heureux en train de conduire son tracteur. Il logeait au château Gaillard. J'allais dormir là-bas. C'était mon terrain de jeu. J'avais le sentiment de liberté à vélo dans les allées de vigne. La joie d'y retrouver les poules, les lapins. Le plaisir d'être seul dans le hangar en train de jouer avec ma voiture télécommandée. Quand on est enfant, on fait tout par plaisir. J'ai gardé cet élan de l'enfance. Qui, dans cette salle, est déjà monté sur un tracteur? Montrez-moi. Très bien. Qui, dans cette salle, a déjà eu un tracteur à en jouer? Montrez-moi encore. J'ai le sentiment que le tracteur est synonyme de plaisir pour beaucoup de monde. Mon père, Claude, a été le premier à me faire conduire un tracteur sur ses genoux et je n'atteignais pas les pédales. Ce plaisir immense m'a laissé une empreinte, un début de transmission. Le plaisir du tractoriste, celui de commencer dehors et de finir dedans autour d'un bon verre de vin. Être dehors, seul, cool, autonome ou presque. Être dedans, entouré,
être attablés tous ensemble avec une bonne assiette de charcuterie, une belle entrecôte et autour d'un bon millésime de la conseillante. L'appel de la vigne, c'est la promesse de tout ça. Donc pour moi, cela a été une évidence. Une suite logique de transmission de plaisir fort et intense, de père en fils, depuis 3 générations. L'école, pour moi, n'a pas été un plaisir. Je m'ennuyais. J'ai passé un BEP viticulture-onologie, un bac pro viti-ono, et j'ai commencé à travailler dehors en tant que tractoriste. Conduire un tracteur, pour moi, c'est ludique. J'ai l'impression de me retrouver dans mon canapé, devant ma console de jeu. Une console de jeu à 100 000 € quand même. Donc ça appelle une certaine forme de conscience, de sérieux. Ça peut coûter des vies. En une fraction de seconde d'inattention, un doigt, une main, une jambe, et hop, dans la machine à vendanger. Et le corps humain, c'est pas comme un sarment de vigne. Tu coupes, mais ça ne repousse pas. Et tu ne récupères pas des vies et tu ne recommences pas la partie. Alors conduire un tracteur, ce n'est pas que ludique. C'est aussi une grande responsabilité. Être tractoriste est un poste important. C'est comme un commandant d'avion. C'est comme un commandant de bord d'un avion. Je choisis mon tracteur, ensuite mon outil en fonction du travail que j'ai à faire. Il y a différents types de tracteurs pour différentes utilisations et à différents moments de la saison. Il y a les enjambeurs. Je suis à 1,50 m du sol. La sensation, c'est celle de la moto, de la liberté. Un enjambeur, on l'équipe pour les traitements de la vigne, pour faire une coupe au carré à la vigne, pour récolter le raisin. Je surplombe. Je vois le travail autrement. Je prends de la hauteur. Comme un commandant de bord, je vole. Il y a les interlignes, à 80 cm du sol. C'est comme un pilote de Formule 1 cette fois-ci. Je suis au ras du sol, au plus près de la végétation, à hauteur des grappes. J'ai l'impression de me retrouver dans Farming Simulator, j'adore. Cette machine à vendanger, j'ai beaucoup bataillé pour la conduire. J'ai dû franchir les niveaux comme un jeu de plateau. On ne me l'a pas donné de suite. C'est un outil important et volumineux. Mon approche a été de commencer par l'aspect mécanique, sans pouvoir monter dessus. Et je me suis dit, Julien, le jour où tu monteras dessus, tu connaîtras la partie mécanique par cœur. J'ai passé 10 ans à attendre, 10 ans à voir partir les tractoristes attitrés, 10 ans le nez dans la mécanique. Et puis un jour, je suis sorti au volant de la machine. Quelle fierté! Surtout quand mon chef a demandé aux autres chauffeurs « Pourquoi Julien a une meilleure vendange que vous alors que vous avez la même machine ?» Moi, je connaissais la réponse. Ma machine était mieux réglée. J'avais pris le temps de la connaître de l'intérieur. C'est un peu comme avec soi-même. Tu prends le temps de te connaître pour te régler intérieurement. Eh bien, parlons-en du réglage intérieur. J'ai le paysan en moi qui sort parfois, dur et direct. Il faut dire qu'on passe du temps sous la pluie. Le moral est en berne et les mots peuvent des fois dépasser la pensée. Ma femme Myriam, la première, m'a dit « Adapte tes mots, sinon tu vas avoir tout le monde sur le dos. » Le tractoriste, même si tu l'imagines seul, il a besoin des autres souvent. Quand tu dois démonter une roue de tracteur qui pèse 90 kg, tu es bien content de trouver 2 costauds à tes côtés, car tu n'as que 2 mains. Et si tu ne trouves personne pour t'aider, c'est que tu es mal réglé. Soit tu es trop agressif dans ton comportement ou dans tes mots, ou soit tu es borné et têtu. Moi, j'ai fait un travail sur moi, comme en mécanique. Bon, j'en suis pas à 10 ans, mais j'ai de belles intentions et ma foi est louable.
À la conseillante, il savoir mes belles intentions. Ma directrice, Marielle, est à l'écoute et ouverte aux nouvelles idées. Maintenant que je sais les présenter, pas en mode paysan, mais en mode bien réglé, et quand tu es bien réglé, on t'écoute. Un jour, à la gerbotte familiale, le gérant est venu me consulter pour savoir comment la saison s'était passée. Et quand il a fait son discours, j'ai été agréablement surpris. J'ai retrouvé des mots que je lui avais dit. Mes arguments étaient le résultat de mon expérience, de mes connaissances. J'avais eu des paroles bien réglées. Aujourd'hui, je me sens utile et important dans l'organisation. Bon, je ne roule pas des mécaniques, hein, mais je fais en sorte d'être le MacGyver de la conseillante. Je regarde ma vie comme une mécanique bien huilée. Mon carburant, c'est le plaisir. Le plaisir d'être seul, autonome, responsable de mes machines. Le plaisir d'aller travailler à la conseillante dans un environnement bien réglé. Nous savons nous parler, nous tenons compte des connaissances et des opinions les uns les autres. Le plaisir d'avoir pu m'offrir une moto, un Roadster 600. Le plaisir de jouer à la Play, à Rocket League. Le plaisir de passer du temps avec ma femme, ses enfants, Lisa, Raphaël, Ellie et mon fils Hugo. Le plaisir des bons gueuletons entre amis. À l'époque, on nous disait, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras à la vigne. Comme une menace d'échec, comme un endroit sans avenir, sans plaisir. Ils se sont lamentablement trompés. Game over. Mon terrain de jeu à moi, comme du temps de mon grand-père et de mon père, c'est toujours la vigne. J'y ai découvert le travail de précision, pouvoir solutionner, dépanner et toujours régler. Se régler avant tout. Je conduis ma vie avec plus de sérénité. Merci. Ma mère était vigneronne. Mon père était vigneron. Et j'ai toujours entendu « tu finiras dans la vigne ». Et j'ai toujours répondu « un pied dans la vigne, moi, jamais ». Pourtant, j'y suis et j'y suis bien planté. Depuis que je suis tout petit, je suis attiré par le métier de gendarme, pour son côté militaire, engagé, servir mon pays, défendre des valeurs, comme le courage, l'adaptabilité, le sens du collectif. Aujourd'hui, je ne suis pas gendarme. Je suis vigneron. Je ne regrette pas, c'est un très beau métier. Ce métier me fait vivre les mêmes valeurs, le courage, l'adaptabilité, le sens du collectif. C'est en faisant ce métier que je m'y sens en vie, en connexion avec la vie. D'ailleurs, c'est important pour moi de sentir la vie autour de moi. Au château Rue à la Rose, je suis un petit peu la vie
En toute modestie, bien sûr. On me surnomme la Gazette. La Gazette parce que je m'intéresse à tout. Tout le monde me parle, puis j'ai les oreilles qui traînent. D'ailleurs, mon chef me taille les oreilles des fois. Je rigole tout le temps. J'ai une joie de vivre. La joie de vivre à la vigne, c'est possible. Le travail à la vigne, ce n'est pas un métier triste. Car lorsqu'on travaille en équipe, ça chambre. Ça s'envoie des balles perdues entre celui qui a 15 ans et celui qui a 50 ans. Alors le surnom de la Gazette, je l'aime bien. C'est être au cœur, c'est être au centre. Le pire pour moi, ce serait de me sentir seul, abandonné, sans famille. Alors quand Virginie m'a sélectionné pour représenter le château Griot-la-Rose, là, devant vous, au milieu de cette scène, j'ai dit oui, sans hésitation. Là, je me sens vraiment bien entouré et en vie. L'appel de la vigne, pour moi, ça a été une nécessité. J'avais pas le choix. J'avais 19 ans, je suis rentré en tant que saisonnier. J'avais besoin de manger et de payer mes factures. J'ai été responsable à 16 ans. J'ai joué le rôle de parent pour mes parents. Mon père est décédé en 2020. Il était diabétique, amputé d'une jambe qui gangrénait et un cancer du poumon. Ma mère a toujours été malade. Elle a eu une leucémie, une méningite et un cancer de l'utérus. Elle est décédée à 47 ans d'une rupture d'anévrisme. Mes parents ne font pas les choses à moitié. Ma plus grosse douleur, ça a été ma mère. Elle est décédée dans mes bras. Elle m'a donné la vie et moi, je l'ai accompagnée seule vers son grand départ. Ce que j'aime à la vigne, c'est cette polyvalence, cette occupation multiple. Je fais plein de métiers. À l'année, je suis vigneron. Pour les vendanges, je suis ouvrier de chai. Et quand il y a besoin, je monte sur tracteur. Je suis tractoriste. Chaque jour, c'est comme un nouveau travail. Un jour, je taille. Alors, c'est pas la taille des rosiers de chez Mémé, hein. C'est plus technique. Tous les ans, nous avons une formation de taille. Et cela me rassure pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Un jour, je plie. Alors, c'est pas le linge. On prend les deux astes, les deux bras du pied de vigne qu'on a décidé de garder, et on les met le long du fil de fer, un peu comme quand on étend les draps de chez Mémé. Un jour, j'épampre. Alors, comme pour les tomates, toujours chez Mémé, on enlève les gourmands, les bourgeons qu'on ne veut pas. Mais je ne vais pas tout vous détailler. Mais j'accane, je relève, je coupe les américains à la racine, je dédouble, je tire les cavaillons. J'ai parfois l'impression de faire partie d'un commando de gendarmerie. Comme à l'armée, les anciens me donnent des conseils pour évoluer dans ma technicité et me faire moins mal. Il y a un esprit de corps et de transmission porté par tous. J'aime cet esprit de transmission, j'en connais la valeur. Un jour, mon chef de culture, Jules, m'a proposé de faire les vignerons du vivant. Je me suis dit, tiens, c'est joli comme nom. C'est une formation organisée par la MFR. Un jour, Jules m'a donné une lettre de recommandation. Un jour, Jules m'a dit, Romain, vas-y, postule, t'en es capable. Il m'a parlé comme un père parle à son fils. Et moi, comme un bon fils, j'ai écouté. Car arrêter de se former, ça ne facilite pas ta vie, tu restes sur la touche. Jules m'a donné une lettre de recommandation. Et j'ai été sélectionné pour cette formation de 11 mois. 2 mois payés par Pôle emploi, 9 mois payés par le château Griot-la-Rose en contrat professionnel. Le rêve. C'était juste parfait ce rythme. 1 semaine d'école et 3 semaines dans les vignes au château. Le truc que j'ai adoré, c'est que quand on était à l'école, on n'était pas à l'école. On était dans les châteaux. On passait par tous les châteaux, sauf celui de la Starac. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on ne faisait pas que nous montrer les gestes. On nous expliquait pourquoi. Il y a même un mec du Muséum de Paris
qui est venu nous donner des cours à nous, les vignerons. Ce jour-là, je me suis senti important et con. Important, car il donnait des cours en Chine. Con, car nous étions tous en short, et que le gars, il était en costard. Une forme de respect qu'il avait envers nous, que nous n'avons pas su lui rendre. Du coup, j'en ai tiré la leçon. Ce soir, je me suis mis bien, sans casquette. Les vignerons du vivant, j'ai adoré. Je suis sorti diplômé et avec un CDI au château Grue-la-Rose, in the pocket. J'étais fier de moi et je pense que Jules l'était aussi. J'ai un métier que j'aime. J'ai 26 ans. Je suis en CDI. J'ai ma voiture. Je paye mon loyer. Je me mets en sécurité et je m'assume. Moi, j'assume ce qui m'arrive. Assumer, c'est un mental. Assumer, c'est apprendre à la vigne. À la vigne, contre le climat, c'est comme contre le destin. On n'y peut rien. Ce qu'on est devenu, ce qu'on va devenir, faut assumer. Assumer, c'est un mental. Je préfère m'assumer plutôt que d'être assisté ou d'aller vendre de la drogue. Je préfère l'argent propre, l'argent qui sent bon, celui qui sent ma sueur, mon labeur. Ma mère était vigneronne, mon père était vigneron, et j'ai toujours entendu « tu finiras dans la vigne ». Alors je ne sais pas si j'y finirai à la vigne, mais pour l'instant j'y suis, et j'y reste. Peut-être par amour, certainement en loyauté envers mes parents, je m'applique à faire leurs gestes, cette façon à moi de m'enraciner. La vigne m'a sauvé. On peut tous être frappés par la fatalité, évidemment, mais quand on a la connexion à la terre, quand on a la foi dans son travail, ça donne envie de vivre. Travailler la terre, y faire attention, ça génère du bonheur et ça nourrit les autres. Ce qu'on est devenu, ce qu'on va... Ouais, pardon. Ce qui reste à la fin, c'est l'honneur d'être vigneron et d'avoir réussi la transmission de mes parents malgré leur absence. Et ce qui reste à la toute fin, c'est un profond sentiment d'exister. Merci. L'appel de la vigne. Anne Biscay, présente. Je représente la 9e génération de viticulteurs de ma famille. À table, ils ne parlaient que de ça, de la vigne, du vin. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Comme Obélix, plouf, dans la barrique. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours traîné dans les bottes de mon père. Certains de nos fournisseurs m'ont connue, j'avais à peine 9 ans. Mon père, il voyait rouge quand il me trouvait plantée devant la télé à cet âge-là. Faut dire que d'être plantée devant un écran, ça n'a jamais fait pousser personne. Et j'ai grandi, ou plutôt j'ai poussé, comme une liane, à ma façon. Quand j'ai voulu travailler avec lui, ça a été un peu compliqué. Compliqué à la façon dont la vigne pousse naturellement. Parce que la vigne, on voudrait qu'elle pousse dans le rang, et ce n'est pas naturel. La vigne, c'est une liane.
Chaque branche pourrait faire jusqu'à 10 mètres de long. Elle n'a pas toujours envie de pousser entre les fils. Elle a envie d'aller se balader, d'aller voir ailleurs. Et nous, on va la contraindre. On lui dit « Allez, vigne, il faut que tu pousses droit. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais tu verras, ça sera plus facile. » Tout en sachant que ce n'est pas nous qui faisons le boulot, c'est la vigne qui bosse. Et pourtant, c'est dans ce contexte de contrainte qu'elle nous donnera de beaux raisins. Sur l'exploitation, mon père, il savait ce qu'il fallait faire. Pour moi, tout n'était que contrainte. Je n'étais pas dans l'écoute. J'avais envie de sortir du rang, de faire les choses à ma façon. Je n'ai pas trouvé ma place à ses côtés. Je n'ai pas réussi à travailler avec lui. Il est décédé il y a une vingtaine d'années et j'ai pris place en 9e position sur le fil de l'exploitation, à sa place. Je suis devenue la bosse. Et là, j'ai cru que j'allais tout faire bien, à ma façon, et que ça marcherait. Je me suis bien plantée, bien arrosée d'erreurs. La première erreur que j'ai faite, c'est de croire que j'étais la bosse. Non, en fait, notre boss, c'est la nature. Et la big boss à la vigne, c'est la météo. La météo, c'est le changement. La météo, c'est ce bon prof qui te fait faire des exercices de frustration. La frustration, c'est la différence entre ce que tu souhaitais avoir et ce que tu obtiens en réalité. Par exemple, tu pars à la plage avec ta planche de surf, tu t'es prévu une super session, et là, tu arrives, pas une vague. Grosse frustration. À la vigne, il y a beaucoup de changements, beaucoup de frustration. Comme quand on prend un orage de grêle l'été. Tout est détruit. Quand il gèle, on a tout perdu en une seule nuit. Dans ces cas-là, on a tout fait bien et la vigne ne donnera rien. Alors, on a envie de tout abandonner, de changer de métier. On y a tous pensé et c'est normal. Mon rôle de boss, c'est d'accompagner le vivant et d'aider mon équipe à supporter l'insupportable. Quand la galère de la grêle arrive, mon premier réflexe, c'est « on ne va plus dehors, on s'occupe à l'intérieur ». On va ranger l'atelier, repeindre un mur, trier des dossiers. Surtout, ne pas se morfondre, ne pas rajouter de la peine à la peine. Parce que la vie, c'est le changement. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. C'est ça, le vivant. Dans le monde de l'agriculture d'aujourd'hui, la force du vivant a un nom savant, la biodynamie. La biodynamie, c'est quand quelqu'un, comme moi, à la tête d'une exploitation, fait le choix de travailler autrement. Le choix de ne pas faire comme mon père et les 7 générations précédentes. Le choix de respecter le vivant, de laisser vivre les petites bêtes, de ne pas abîmer les sols. J'ai fait le choix de mettre des moutons et des poules dans mes vignes l'hiver. Ils arrivent de novembre à mars, ils mangent l'herbe, ça rajoute du vivant. Ils me permettent de repousser la première tonte de printemps, d'éliminer un passage de tracteur, et avec leurs résidus, ils m'amènent de la matière organique, ce qui me permet de mettre moins d'engrais. Et puis c'est plus sympa de tailler avec des moutons autour et des poules qui courent partout. C'est plus sympa de travailler avec du vivant autour. Quand on change de parcelle, mon équipe me dit « Hey, les moutons et les poules, ils ne peuvent pas changer de parcelle aussi ?» Moi, je ne pourrais plus travailler sans vivant. Je me sens vivante. Je suis heureuse de me lever le matin. La première chose que je fais quand je commence ma journée, j'absorbe l'atmosphère extérieure. Si le vent est chaud, si le vent est sec, s'il fait froid, l'odeur de l'herbe coupée, de la terre mouillée. Vous savez, c'est comme l'odeur de ces petites fleurs jaunes dans les dunes qu'on appelle les immortelles. Parce que la plage, c'est pas que la musique et la bronzette, hein. La plage, c'est les embruns, le sable, les pins et les petites fleurs dans les dunes. Eh bien moi, juste avec cette odeur d'immortel, je me sens à la plage n'importe où dans le monde. Et n'importe où, je m'assieds et je regarde les fleurs qui fleurissent ou pas. Je regarde les petites bêtes qui se baladent, qui se font manger par les autres ou pas. Je regarde l'herbe qui bouge dans le vent. C'est ça le vivant.
Il est là, pas derrière nos écrans. Je regarde avec attention les choses qui poussent, qui grandissent, qui tombent malades parfois. Aujourd'hui, mon exploitation, elle n'est pas très en forme. Elle a besoin de faire rentrer des sous. Je ne suis pas une grosse structure, je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. J'ai cette contrainte. J'ai décidé d'étudier la floriculture, parce que les fleurs, ça pourrait rapporter. Et je suis persuadée que mes vignes, elles seraient super contentes d'avoir des copines autour d'elles. J'ai été acceptée à l'école de Xavier Niel. Je le fais pour la survie de mon entreprise. Je suis obnubilée par la pérennité de mon exploitation. J'ai 4 garçons. Ils feront bien ce qu'ils voudront. Ils n'ont absolument aucune obligation. Mais s'il y en a un qui voulait être viticulteur, je veux pouvoir lui offrir cette pluralité de cultures. Parce qu'aujourd'hui, la monoculture, ça ne marche plus. C'est un système qui a été mis en place après la guerre. Ça ne marche pas sur le long terme. On arrive au bout du système. Que de la vigne partout, ça ne marche pas bien. C'est comme pour vous. On ne peut pas avoir que des bons élèves. On ne peut pas avoir que des premiers de la classe dans le système scolaire. Un jeune, ce n'est pas un vase qu'on remplit. Un jeune, c'est une fleur qui s'ouvre. Des fois, on a un tournesol. Des fois, on a des toutes petites fleurs blanches ou bleues. Des fois, ça fleurit plusieurs fois dans l'année. Et des fois, ça va fleurir qu'une seule fois. Mais ça va vous donner un bon gros fruit. Pensez qu'on serait tous comme une seule fleur, tous plantés dans le même champ, tous cultivés de la même façon. Mais ça ferait que des gens malheureux. Moi, j'ai envie de vous regarder dans vos diversités, dans ce qui vous rend singulier. Certains savent ce qu'ils veulent faire, ils fleuriront tôt, les autres fleuriront plus tard. Et alors ? Votre pluralité, vos différences, c'est une force et c'est une chance. Il est là le vivant. Merci. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je ne sais pas si je vais arriver à faire les remerciements. Tellement d'émotions. Voilà, vous venez d'assister au premier rappel de la vigne. Alors ce soir, ils sont 9 à vous avoir parlé de leur parcours, de leur métier, de leur fierté. Mais en vrai, dans les propriétés, ils sont des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers à avoir des beaux parcours de vignerons comme ça dont ils pourraient parler.
L'autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce métier, comme ils vous l'ont dit, il est méconnu, au mieux. Au pire, il est même méprisé, dévalorisé. C'est un métier manuel, un métier pour l'idiot du village. Tu finiras à la vigne. Pourtant, tailler de la vigne, comme nous a expliqué Stéphanie, pour qu'elle puisse faire des grands vins, pour qu'elle puisse vivre 20 ans, 70 ans, 80 ans, eh ben, il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence manuelle, une vraie expertise, un savoir-faire. Mais qui a un plan A pour devenir vigneron? Alors, motivé par l'envie de valoriser ceux qui œuvrent chaque jour dans nos propriétés, il y a quelques mois, j'ai passé quelques coups de fil. Et aujourd'hui, c'est un peu un rêve qui se réalise. Il y a une équipe de choc derrière tout ça, qui a cru dans le projet, qui l'a soutenu, des gens qui se sont impliqués et qui ont permis que ce rêve devienne réalité. Merci beaucoup à eux, à Marielle de La Conseillante, à Virginie et Nico de Gruau-la-Rose. Vous pouvez même les applaudir encore plus fort. À Alice et Guillaume des Carmes-Aubryon, à Hélène de La Tour, à Laura, Annabelle et bien sûr Lorenzo d'Ikem, et à mon midôme de choc, mon alter ego depuis bientôt 17 ans, Thomas à Palmer. Merci à eux. Merci à ces beaux châteaux d'avoir accepté de financer cet événement. Grâce à eux, grâce à cette énergie, à nos valeurs communes, préparer cet événement, ça a été que du plaisir, vraiment. Ensemble, on a choisi chacun un talker de nos équipes, mais on avait aussi envie de s'ouvrir et d'intégrer le château La Pelleterie et le château Respide. Merci beaucoup Anne et Amélie d'avoir accepté de rejoindre l'équipe. Les talkers, vous avez bien compris, ils n'avaient pas l'expérience de la scène. Pour être là ce soir devant vous, on les a confiés à Aurélie et à Estelle, des coachs incroyables de regard croisé by. Un grand bravo à elles deux, un grand merci, parce que vous avez été un peu des magiciennes quand même pour les transformer en stars d'un soir. En régie, le son, la lumière, c'est Yann et Loïc. Regard croisé by en collaboration avec la Cité du Vin. Les musiques, elles ont été conçues sur mesure pour ce soir et pour chaque talker. C'est Émilion qui s'est occupé de tout ça, de Bonté Productions. La salle, confortable et techniquement incroyable, a été mise à disposition gracieusement par la Cité du Vin. Un énorme merci à Mélanie et à Géraldine pour leur accueil, leur soutien et leur implication tout au long du déroulement de la soirée. Merci aussi à la Fondation pour la culture et les civilisations du vin pour son soutien administratif dans le projet. Et merci à Cdiscount d'avoir fourni quelques meubles et quelques fauteuils pour qu'en fait, ce soir, on passe une soirée un peu dans le salon, un peu à la maison avec les talkers. Si les talkers ont accepté de sortir du vignoble, mais surtout de sortir de leur zone de confort, c'est parce qu'ils avaient envie de susciter des vocations, de recruter des nouveaux collègues. Parce qu'en vrai, les petits garçons et les petites filles, de quoi ils rêvent? D'être pompiers, d'être coiffeurs, d'être infirmières. Et nous, on voulait rajouter une pierre, une idée. On voulait qu'ils rêvent d'être tractoristes, pourquoi pas, d'être vignerons, que ça devienne vraiment leur plan A. L'entrée était gratuite, vous inquiétez pas, elle le sera aussi, mais pourtant, on a besoin que vous leur fassiez un petit cadeau à ces talkers. Vous connaissez tous au moins 2 jeunes qui seraient intéressés par l'appel de la vigne. Alors, il doit y avoir un QR code qui doit apparaître.
On reviendra ici le 12 avril à 10 h. Parlez de cet événement autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour les inscrire. Comme ça, la SREL, elle sera comme ce soir, pleine, mais de jeunes. Et puis ce soir, dans la salle, il y a aussi des chefs d'établissement, des conseillers d'orientation, des profs, des proviseurs et plein d'autres personnes qui sont au quotidien qui côtoient les jeunes et qui sont dans l'éducation et qui peuvent aussi en parler. Alors parlez-en, parlez-en et parlez-en encore aux jeunes pour qu'eux aussi puissent avoir un jour l'appel de la vigne. Et puis allez, je me lance. Invitez-nous dans vos salles, dans vos collèges, dans vos établissements, dans vos lycées. On viendra avec les talkers raconter leur histoire et susciter l'appel de la vigne. Est-ce que Marielle, Hélène, Virginie, Alice peuvent venir me rejoindre, s'il vous plaît? Ah, j'ai oublié Laura, pardon. Donc voilà l'équipe de Choc avec qui on a organisé la soirée. Vous avez peut-être reçu des mails d'invitation, donc l'idée c'était de mettre des visages, mais approchez-vous les filles, approchez-vous. L'idée c'était de mettre des visages sur les mails. Et surtout, ensemble, on voulait vous inviter, vous offrir, après la soirée, juste là en haut des escaliers, le cocktail qui a été préparé par Marie Curie, et puis une dégustation de nos vins. Voilà, merci beaucoup à tous. Et bien sûr, on est là toutes les 6 pendant le cocktail, à votre disposition. Si vous avez des questions et déjà des idées pour la suite, venez nous voir. Merci beaucoup à tous. Juste un petit mot. En fait, c'est elle, Sabrina, dans laquelle on finit dans son bureau. C'est bien elle. Et c'est elle qui a porté le projet. Et je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour elle. Parce que sans elle, cet événement n'aurait jamais eu lieu. Et en plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ouais! Joyeux anniversaire.